Les comptes ont été gelés en une nuit et 113 noms ont basculé hors du jeu. Des fortunes réputées intouchables se sont arrêtées net tandis que l'État affirmait agir au nom de la sécurité plutôt que de la vengeance, révélant une rupture brutale avec les usages d'hier. Que signifie, pour un pays et pour chacun, le moment où la peur change de camp sous la présidence d'Ibrahim Traoré? Un système ancien venait de se fissurer. Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse une simple opération administrative. L'enjeu est clair. Comprendre comment la sécurité nationale a pris le pas sur la stabilité d'un système ancien et ce que ce basculement change durablement. Derrière les gels de comptes et les scellés, une question centrale s'impose. Jusqu'où un État peut-il aller pour se défendre sans se transformer? L'affaire, portée par le pouvoir d'Ibrahim Traoré, engage non seulement les institutions, mais aussi la confiance des citoyens et l'équilibre régional. Et c'est précisément ce point de tension qui explique pourquoi cet épisode ne peut être lu comme un fait isolé. Plus de 113 noms et un montant évoqué de 28 millions de dollars. Dès les premières conclusions présentées par les autorités, l'ampleur a surpris. Il ne s'agissait pas d'une opposition diffuse, mais d'un dispositif structuré, financé et coordonné dans le temps. Selon les services de renseignement, le cœur du danger ne venait pas de groupes marginaux, mais d'acteurs qui connaissaient intimement l'État. Anciens responsables politiques, figures militaires, relais médiatiques, des profils capables d'anticiper les réactions institutionnelles et d'exploiter les angles morts. Ce détail a déplacé le regard. La menace n'était plus visible, elle était intégrée au système. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a été confronté à une équation délicate. Agir trop lentement revenait à laisser l'initiative à des réseaux patients. Agir trop brutalement exposait le pouvoir à l'accusation d'arbitraire. Le choix a pourtant été assumé. Traiter l'argent non comme un signe de respectabilité, mais comme un levier de déstabilisation. Les éléments décrits par le gouvernement dessinent une chaîne cause-effet précise. Les flux financiers servaient à alimenter plusieurs fronts en parallèle, campagnes de désinformation, pression politique et, en arrière-plan, une insécurité destinée à épuiser les forces de l'État. Rien n'était pensé pour un choc immédiat. Tout visait l'usure progressive. Ce cadre explique pourquoi la décision de geler les avoirs a eu un impact psychologique aussi fort. Pendant des années, une croyance dominait. Certaines élites restaient hors d'atteinte, protégées par leur réseau et leur soutien extérieur. En une mesure visible, cette certitude s'est effondrée. Le basculement ne tenait donc pas seulement aux accusations de complot. Il résidait dans le signal envoyé. La souveraineté ne se défend pas uniquement aux frontières, mais aussi dans les banques, les médias et les institutions. À partir de là, la question n'était plus de savoir si une menace existait, mais jusqu'où elle s'était étendue. Pour beaucoup de citoyens, l'affaire n'a pas d'abord été lue à travers des communiqués officiels, mais à travers des visages familiers. Des noms longtemps associés à l'autorité, à la réussite ou à la respectabilité se sont retrouvés publiquement mis en cause. Cette rupture symbolique a servi de personnage collectif, un miroir tendu à la société. Dans les quartiers, les discussions ont changé de ton. Les conversations ne portaient plus seulement sur l'insécurité visible, mais sur ses causes invisibles. L'idée que la menace puisse venir de bureaux climatisés plutôt que de zones de combat a modifié la vigilance quotidienne. Les citoyens ont commencé à relier des événements auparavant perçus comme isolés. Du côté des forces de sécurité, l'effet a été immédiat. Les soldats n'ont plus interprété les violences comme une fatalité extérieure, mais comme un élément d'une mécanique plus large. Cette lecture a renforcé la cohésion interne en donnant un sens plus net à la mission, protéger une survie collective, pas seulement un régime. L'impact précoce tient donc moins à une figure individuelle qu'à une prise de conscience partagée. Quand l'ennemi change de visage, la défense change de nature.
La souveraineté se joue désormais à l'intérieur. Avant le gel des avoirs, les signaux semblaient de disperser. Après la décision, ils ont pris la forme d'une séquence lisible. Au départ, il y a eu une montée diffuse de l'insécurité, des attaques, des embuscades, des tentatives d'infiltration présentées comme indépendantes les unes des autres. Rien qui, pris isolément, ne permettait de parler d'un plan coordonné. Cette phase a longtemps entretenu l'idée d'un chaos sans centre, d'une violence subie plutôt qu'orchestrée. Puis un tournant s'est dessiné. Les autorités ont commencé à croiser les données. Incidents sécuritaires, flux financiers, campagnes médiatiques. Ce rapprochement a fait apparaître une logique d'ensemble. Les violences n'étaient pas destinées à conquérir un territoire, mais à saturer les capacités de réponse de l'État. L'objectif n'était pas la victoire immédiate, mais l'épuisement progressif. C'est dans ce contexte qu'intervient la décision politique majeure. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'État choisit de frapper non pas les symptômes visibles, mais le cœur financier du dispositif. Les comptes sont gelés sans délai, les propriétés scellées, les autorisations de déplacement suspendues. Le message est explicite. Le pouvoir ne protège plus automatiquement ceux qui disposent de ressources et de réseaux. La montée en tension est alors rapide. Les acteurs impliqués découvrent que les mécanismes habituels d'arrangement ne fonctionnent plus. Aucun délai judiciaire prolongé, aucune négociation discrète. Les banques appliquent les instructions immédiatement. Cette exécution visible rompt avec des décennies de pratiques où la puissance économique servait de bouclier. La phase de crise atteint son point culminant quand les autorités évoquent publiquement un complot structuré. Il ne s'agirait plus d'opposants politiques, mais d'un projet d'assassinat et de renversement de l'État soutenu par des financements transnationaux. L'affaire change alors de statut. Elle cesse d'être un conflit interne pour devenir une question de sécurité nationale. Les répliques ne tardent pas. La coordination décrite par les services de renseignement commence à se fissurer. Les paiements s'interrompent. Les intermédiaires deviennent silencieux. Une machine pensée pour fonctionner sur la durée se retrouve privée de son carburant principal. Sans flux financier régulier, les relais se désorganisent. Dans le même temps, l'opinion publique entre dans la séquence. Les citoyens comprennent comment un coup de force moderne se prépare, non par une démonstration militaire immédiate, mais par la patience, l'argent et la manipulation des récits. Cette compréhension modifie la perception collective. La peur, longtemps associée aux violences visibles, se déplace vers leur commanditaire supposé. La phase de retombée s'installe lorsque les autorités affirment que le plan a été stoppé avant son exécution finale. Ce qui devait être un choc s'est transformé en exposition. Le complot, présenté comme discret et sophistiqué, est mis à nu. Les mécanismes sont décrits, les liens détaillés, les responsabilités évoquées. À ce stade, la ligne des événements révèle une dynamique claire. Déclencheur sécuritaire, montée coordonnée, rupture financière, puis onde de choc psychologique. Rien n'indique une résolution définitive, mais une chose a changé durablement. Le rapport de force ne se joue plus uniquement sur le terrain militaire. Il s'est déplacé vers la capacité de l'État et de la société à comprendre et à neutraliser les leviers invisibles du pouvoir. Au départ, les autorités faisaient face à une insécurité diffuse sans chiffres consolidés reliant violence et finance. Après les investigations, un premier ordre de grandeur a été avancé. Environ 28 millions de dollars auraient servi à alimenter l'ensemble du dispositif, depuis la logistique jusqu'à l'influence médiatique. Un deuxième indicateur a frappé l'opinion: 113 noms identifiés dès la première phase. Ce volume a montré que le problème ne se limitait pas à quelques individus isolés, mais à un réseau large mêlant anciens responsables, intermédiaires économiques et relais d'opinion, capables d'agir simultanément sur plusieurs fronts.
Enfin, le processus judiciaire a apporté un signal supplémentaire avec plus de 60 suspects arrêtés dans les premières semaines. Ce chiffre n'indique pas une conclusion, mais un changement d'échelle. L'enquête est passée d'une alerte sécuritaire à un traitement systémique où chaque flux et chaque contact sont examinés. Pris ensemble, ces éléments dessinent un avant et un après. Avant, l'insécurité semblait fragmentée et difficile à attribuer. Après, elle apparaît liée à des moyens financiers identifiés et surtout vulnérables. Cette bascule explique pourquoi la décision politique, assumée par l'État sous Ibrahim Traoré, a produit un effet aussi immédiat. Couper l'argent, c'était réduire la capacité d'action bien au-delà du terrain militaire. Les critiques les plus solides se sont articulées autour de deux arguments majeurs. Le premier affirme qu'en s'attaquant frontalement aux élites économiques et politiques, l'État prend le risque de déstabiliser durablement ses propres institutions. Geler des avoirs et exposer publiquement des figures influentes pourrait, selon cette lecture, provoquer des représailles, accélérer les fuites de capitaux et isoler le pays sur le plan diplomatique. Le second argument souligne un danger juridique. Une procédure rapide, même présentée comme nécessaire à la sécurité nationale, peut être perçue comme une mise entre parenthèses des garanties classiques. À long terme, disent ces voix, cette logique pourrait affaiblir la confiance dans l'état de droit et donner l'impression que la justice devient un instrument politique. Face à ces objections, la réponse avancée par les autorités s'appuie sur les faits révélés par l'enquête. Les réseaux décrits n'étaient donc pas de simples opposants économiques, mais des acteurs accusés de financer l'insécurité et de préparer un renversement violent. Dans ce cadre, l'inaction aurait constitué un risque supérieur à l'action. Le choix n'était pas entre stabilité et arbitraire, mais entre une correction visible et une érosion silencieuse. Cette réponse insiste sur un point central, la transparence. Les audiences ont été rendues publiques, les mécanismes expliqués, les preuves exposées. En agissant à visage découvert, le pouvoir, sous la direction d'Ibrahim Traoré, cherche à montrer que la fermeté ne s'exerce pas dans l'ombre, mais dans un cadre assumé. Le débat reste ouvert, mais il s'est déplacé. Il ne porte plus seulement sur les moyens employés, mais sur le coût réel de l'inaction passée. Ce basculement résume le moment charnière du récit. Jusqu'alors, la violence était perçue comme un bruit de fond permanent, imposé de l'extérieur ou subi sans prise réelle. Avec l'exposition publique du réseau et l'assèchement de ses ressources, la lecture s'inverse. Ceux qui opéraient dans l'ombre découvrent qu'ils peuvent être identifiés, suivis et neutralisés. Ce changement de perspective redéfinit le conflit. Il ne s'agit plus seulement de contenir des attaques, mais de comprendre un modèle fondé sur l'argent, le temps et la manipulation des récits. En rendant visibles ces leviers, le pouvoir modifie la psychologie collective. La menace cesse d'être abstraite, elle devient intelligible. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque aussi un déplacement stratégique. La défense nationale ne repose plus uniquement sur la réponse militaire, mais sur la capacité de la société à reconnaître les mécanismes d'infiltration. Cette révélation n'apporte pas une fin au danger, mais elle change les règles du jeu. Un complot peut survivre à la force, il survit moins bien à la lumière. Pour l'État, la première conséquence a été un déplacement du centre de gravité. Les institutions ne se sont plus contentées de répondre à l'urgence sécuritaire, elles ont intégré la dimension financière et informationnelle comme un champ de bataille à part entière. Cette approche a renforcé la coordination entre services et donné une cohérence nouvelle à l'action publique. Du côté des entreprises, l'effet a été plus ambigu. Certaines ont vu dans cette séquence un signal de risque accru, craignant une instabilité juridique. D'autres y ont perçu une clarification brutale. Les règles changent et la proximité avec les anciens réseaux ne protège plus. À court terme, l'incertitude domine.
à moyen terme, un assainissement devient possible. Pour les citoyens, l'impact a été immédiat et émotionnel. Beaucoup ont découvert que l'insécurité qu'ils subissaient pouvait être liée à des intérêts internes, financés et organisés. Cette prise de conscience a renforcé l'implication locale, patrouilles communautaires, protection des infrastructures, vigilance accrue face aux récits alarmistes. La peur s'est transformée en attention active. À l'échelle régionale, enfin, le signal dépasse les frontières. Un État qui expose publiquement ses propres élites et assume une correction visible interroge ses voisins. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso n'a pas seulement géré une crise interne, il a posé un précédent. Celui d'un pouvoir qui affirme que la souveraineté se défend aussi contre les influences discrètes et les financements silencieux. Ces conséquences ne ferment pas le chapitre. Elles ouvrent une phase nouvelle où chaque acteur doit redéfinir sa position face à un rapport de force transformé. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se prolonge sans rupture majeure. Si les enquêtes avancent à un rythme soutenu et que les procédures restent visibles, alors la pression sur les réseaux accusés se maintient tout en laissant subsister des poches de résistance. La stabilité progresse lentement mais reste fragile, dépendante de la capacité de l'État à tenir sur la durée. Un scénario plus optimiste suppose une consolidation rapide. Si les mécanismes financiers sont durablement neutralisés et que la coopération régionale limite les relais extérieurs, alors l'insécurité pourrait reculer de façon mesurable. Dans ce cas, la ligne choisie par Ibrahim Traoré renforcerait la légitimité interne du pouvoir et ouvrirait un espace pour des réformes plus structurelles, au-delà de l'urgence sécuritaire. Le scénario pessimiste repose sur un effet de contre-coup. Si les réseaux s'adaptent, déplacent leurs flux et misent sur des formes de pression indirectes, alors la confrontation pourrait s'étirer. L'enjeu ne serait plus l'effondrement immédiat de l'État, mais son épuisement progressif par la défiance et l'isolement. Dans les trois cas, une recommandation de lecture s'impose. Ne pas réduire la période à venir à une simple question d'ordre public. Les prochains mois diront surtout si la correction engagée peut devenir un cadre durable, ou si elle restera une séquence exceptionnelle dictée par la crise. Pour les jeunes, cette séquence agit comme un révélateur. Elle montre que les trajectoires de pouvoir ne sont pas figées et que les récits dominants peuvent être contestés. Beaucoup y voient la preuve que l'engagement civique ne se limite pas au vote ou à la protestation, mais passe aussi par la vigilance face à la désinformation et aux logiques d'argent. Pour les travailleurs et les familles, l'impact est plus concret. L'insécurité et l'inflation pèsent directement sur le quotidien et l'idée que ces difficultés puissent être aggravées par des manœuvres internes change la manière d'interpréter les sacrifices demandés. La question devient alors pragmatique. À quelles conditions l'effort collectif peut-il produire un bénéfice tangible et durable? Pour la diaspora, enfin, le regard se complexifie. À distance, les événements sont souvent filtrés par des récits extérieurs et contradictoires. Cette affaire invite à un examen plus critique des sources et des intérêts en jeu, tout en rappelant que l'avenir du pays se joue aussi dans la manière dont il est raconté à l'extérieur. À ce stade, le spectateur n'est plus seulement témoin, il est placé face à un choix d'interprétation. Considérez cette séquence comme un épisode de plus, ou comme un moment charnière qui engage une responsabilité collective. La première étape consiste à stabiliser le cadre judiciaire. Les procédures engagées doivent rester rapides mais compréhensibles, avec des audiences visibles et des critères explicites. L'objectif est simple, montrer que la fermeté ne s'exerce pas de façon arbitraire, mais selon des règles lisibles, mesurées par l'avancement des dossiers et la cohérence des décisions. La deuxième étape porte sur les flux financiers, identifiés, gelés,
puis démanteler les circuits décrits par l'enquête exige une coordination continue entre services nationaux et partenaires régionaux. Le succès se mesure moins par le nombre d'annonces que par la durée pendant laquelle ces réseaux restent neutralisés sans capacité de reconstitution rapide. La troisième étape concerne l'information. Expliquer les mécanismes du complot sans dramatisation excessive permet de réduire l'impact des récits anxiogènes. Ici, la pédagogie devient un outil de sécurité. Plus les citoyens comprennent les leviers utilisés contre eux, moins ces leviers sont efficaces. Une quatrième étape touche à la réforme interne. Les contrats hérités, les sociétés écrans et les zones d'opacité doivent être réexaminés selon un calendrier précis. Chaque correction visible renforce la crédibilité de l'ensemble du processus, en montrant que l'effort ne vise pas seulement une crise ponctuelle. Enfin, la mesure de l'ensemble repose sur un indicateur central, la confiance. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route n'a de sens que si elle parvient à transformer une réponse d'urgence en pratique durable, évaluée par la stabilité réelle et l'adhésion populaire. Un nom revient souvent dans la mémoire collective, Thomas Sankara. Jeune, intransigeant, il avait incarné une rupture semblable, avant d'être trahi par des forces venues de l'intérieur. Ce souvenir n'a jamais disparu. Il est resté comme un avertissement silencieux, transmis de génération en génération. Aujourd'hui, beaucoup établissent un parallèle avec Ibrahim Traoré. La comparaison n'est pas seulement idéologique, elle est émotionnelle. Elle porte la même promesse de dignité retrouvée, mais aussi la même crainte d'une histoire qui pourrait se répéter. La différence, cette fois, tient à l'environnement. Une population plus éveillée, plus impliquée, moins disposée au silence. Ce moment n'est donc ni une répétition, ni une nostalgie. Il ressemble davantage à une tentative de reprendre un fil interrompu, avec la conscience aiguë des risques. La vigilance collective devient alors un acteur à part entière, capable de soutenir ou de fragiliser le projet en cours. Une chose demeure, un peuple attentif change le destin. Au-delà des procédures et des chiffres, ce qui se joue touche à une idée plus large, la manière dont une société accepte ou non d'être gouvernée par la peur et l'opacité. Cette séquence invite chacun à réfléchir au seuil de tolérance collective, à ce qui est considéré comme normal puis soudain inacceptable. Le cas du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'offre pas une réponse universelle, mais il pose une question qui dépasse le contexte national. Comment rester vigilant sans basculer dans la méfiance permanente? Comment défendre la souveraineté sans renoncer aux principes que l'on cherche à protéger? La discussion reste ouverte et elle gagne à être menée calmement avec des faits et des perspectives multiples. Observer, questionner, confronter les récits fait partie de cette vigilance durable. Selon vous, à quel moment une correction devient-elle un tournant historique plutôt qu'un simple épisode de crise?